l'historique, je pars du principe que vous avez reçu en grande partie, ça a été filmé, donc ceux qui n'ont pas peuvent aussi le regarder, que ça a été traité par Eliezer. Je vais vous donner seulement deux choses, et l'idée générale, je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais l'idée générale au niveau d'historique. La première chose, et pour ceux qui veulent, j'ai ici un exemplaire, mais je peux le photocopier pour tous les gens qui le veulent pour la semaine prochaine, introduction du Rav Friedlander. Le Rav est celui qui a sorti tous les écrits du Ramchal et qui était le Mashgiach de Ponievitch, et qui est un des Talmidei Agra, qui a fait une introduction dans cette édition. Vous avez aussi. Et comme je vous ai dit, comme on a traduit en français, donc j'ai la traduction en français, qui donne une petite introduction historique des choses. Et je vais vous donner juste deux éléments et on va passer directement à la suite. Le premier point, c'est qu'il y a eu, je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais il y a eu une récupération historique fallacieuse, on pourrait dire, du mouvement sioniste, parce que ce que les enfants apprennent à l'école, et ce qu'on a appris, je dirais pas au Talmud Torah, mais quand on a commencé à étudier à l'école l'histoire du sionisme, on nous a dit que le sionisme a commencé environ en 1880 avec les Bilouïm, les premiers, c'est ce qu'on appelle la Aliyah Rishona, 23 personnes, 27 je ne me souviens plus, et avec le congrès de Bâle, avec Herzl, quand il a dit aujourd'hui j'ai fondé l'État juif, etc. On n'a sans rien enlevé au mérite de ceux qui ont fait. Il y a eu ensuite, dans la réécriture, dans la Shita Mapaïnikite communiste, que l'histoire est écrite pour les besoins de l'idéologie, c'est-à-dire on peut la réécrire. On a un autre exemple de ça, vous le connaissez bien, c'est le livre de George Weiss, qui a montré qu'il y a eu une certaine falsification disons, de l'identité, on pourrait dire, de Théodore Herzl, de Benjamin Zvi Herzl. Et là, on se trouve devant quelque chose de plus flagrant encore, c'est que, en fait, c'est des faux. Alors, je reprends peut-être des idées d'Eliezer, mais en quelques minutes, et sinon, si je ne reprends pas encore mieux, c'est que... exactement. C'est que ce qu'on a appris, ce qu'on nous a enseigné, c'est que quand donc le mouvement sioniste est arrivé, il a trouvé ici ce qu'on appelait le Yishuv HaYashan. Donc c'est toujours présenté, c'est ça la nomenclature habituelle en Eretz Israël, Yishuv HaChadash, Yishuv HaYashan. Le Yishuv HaYashan. Et quand on parle du Yishuv HaYashan, on nous montre des photos de gens de Mea Shearim, ce qui est vrai, c'est pas faux, ou des gens des Shrunot, etc., de Jérusalem, et on les présente au niveau du type. C'est le juif qui est venu en Israël pour étudier la Torah, mourir. Ici, il est venu pas pour vivre, mais pour mourir, et il vit des Kaspé Achaluka, de l'argent, des dons de Schnorrer, de l'argent qui a été ramassé par les Shadarim dans le monde entier, pour permettre à ces juifs qui étaient donc improductifs de pouvoir vivre en Israël sans aucune volonté ni de messianique, ni d'instaurer un pays, une société, une économie, etc. Et ça, ce clivage, Yishuv HaYashan, Yishuv HaChadash, c'est vrai que c'était l'Yishuv HaYashan, puisqu'il était avant, mais cette manière de présenter, elle est fausse, et elle est même, c'est une falsification de l'histoire. Est-ce qu'il vous a parlé de ça? Oui. Voilà, ok, donc c'est clair, le oui était très fort. Donc, c'était faux. Ouais, alors je dis en deux mots. C'est qu'en fin de compte, c'est ce qu'on va étudier dedans, mais on va étudier les fondements rouchanim, spirituels, les sources de la Torah, du fait qu'il va le dire, le gras, et ensuite, ce qu'il va dire, c'est ce qu'il a dit de fait, et ce que ces éléments ont fait, c'est ce qu'ils ont fait effectivement, c'est d'instituer toutes les bases du renouveau d'un État. C'est-à-dire que, par exemple, l'idée qu'il faut la sécurité, la Guardia, vous connaissez la rue à Tel Aviv, mais la Guardia, c'était fondée par les élèves du Gras. C'est-à-dire que ça n'a pas été fondé par les sionistes qui sont venus après. Deuxièmement, l'idée, c'était une Chevat Shmira. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose, si tu veux sortir des murailles de Jérusalem ou de Tzfat, et tu veux faire un Yishuv, il faut être protégé, donc il faut des chômeries. Les gars, la deuxième chose, une économie, de l'agriculture, des hôpitaux et un système médical, ça a été monté par eux, etc. Sans parler bien entendu des synagogues, des Bateknesiot et des yeshivot, etc. Tout ça, tout est des institutions habituelles de toute communauté. Donc c'est le premier point qui était important, c'est de dire qu'on va découvrir en fait que le sionisme n'a pas commencé avec le sionisme, disons, le sionisme de Herzl, mais il a commencé avant avec les Talmidei Agra. La vérité, c'est qu'il a commencé encore avant,
parce qu'il a commencé avec le Yishuv Sfaradi, qui lui était les descendants de ceux qui étaient expulsés d'Espagne, et ce qu'on appelait les sages de Tzfa, de Yerushalayim, etc., Marie Béra, Rabbi Yosef Karo, Ari Kadosh, Rabbi Chaim Vital, Rabbi Shlomo El-Kabetz, tous ces noms que vous connaissez, qui sont en fait des sionistes, comme on le sait quand on était les sources du Ari Kadosh, qui sont venus par volonté de Géoula, eux, 500 ans avant, c'est-à-dire il y a 500 ans au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Deuxième vague, donc, pour résumer, c'est la vague de ce qu'on appelle Atzionut Agraït, c'est-à-dire le sionisme du gras, qui a amené avec elle aussi une aliyah des Chassidim, qui sont venus, bien que c'était des Chassidim et des Talmidei Agra, mais ils sont venus, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui est venu à Tzfat. Et ensuite, le troisième mouvement, qui est le mouvement du sionisme de Herzl qu'on connaît bien. Voilà. Un exemple, un seul. Vu le problème de photocopie, tout le monde n'a pas le verso, mais ceux qui ont, vous pourrez retourner, je vous donne cet exemple. C'est qu'on a tous grandi, et tous les siurim que vous ferez à Jérusalem, à Yomin Moshe, les Morédéref vous diront toujours la même chose. Voilà, le premier shruna qui était faite en dehors de Jérusalem, c'est Yomin Moshe. Eh bien, c'est faux. Parce que si vous voyez au niveau du nombre, c'est la 15e Shruna, Yomin Moshe, pour ceux qui ont la photocopie. Et la première Shruna, c'est celle de Nachalat Shiva. Donc vous connaissez, il vous a parlé de ça. Et avec Rabbi Yoshev Rivlin, qui avait une chita, vous le verrez dans l'introduction aussi de Rav Friedlander, pour ceux qui voudront avoir la photocopie. Je vous lis ça, et avec ça on a fini ce premier point, qui dit comme ça, je vous le lis dedans en français. Il dit comme ça. Rabbi Yosef fut le premier à commencer la construction de quartiers à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Avec une grande détermination, Rabbi Yosef a voulu accomplir la prophétie étant l'emplacement d'attente dans l'esprit de Nomet le Gras. Les 13 premiers quartiers en dehors des murailles de Jérusalem furent tout construits par Rabbi Yosef, que va assis avec un grand dévouement pour accomplir le précepte de l'extension. On l'apprendra. La première maison qu'il construisit fut le fondement du quartier de Nachalat Shiva. Alors écoutez bien comment il faisait, c'est encore mieux que Choma Migdal. La construction de cette maison historique fut achevée en Tammuz 1969. À cette époque, les alentours de la ville de Jérusalem n'étaient qu'un désert désolé. On voit sur toutes ces photos. 1860, qu'est-ce que j'ai dit 1800. Ouais. Ça prouve que vous écoutez bien. En tout cas, les portes de la ville étaient fermées dès le début de la tombée de la nuit. C'est-à-dire, En Yosef Einba, personne ne sortait de Jérusalem la nuit. Pendant 2 ans et 8 mois, peut-être ça va un peu nous donner du chizouk pour prendre des perspectives. Pendant 2 ans et 8 mois, Rabbi Yosef habita seul dans cette maison, sans se soucier de la désolation qui l'entourait. Il avait l'intention d'éveiller ses frères de la ville pour les en faire sortir et s'installer à l'extérieur des murailles afin d'accomplir le brûlant désir du gras et de ses élèves quant à la reconstruction de Jérusalem et de l'extension de ses limites. C'est en 1872 que Rabbi Yosef put voir les fruits de son action, car cette année-là, 45 maisons furent construites à côté de la sienne et plus de 50 familles s'établirent dans le quartier. 50 mishpachot, aujourd'hui on sait que c'est beaucoup. Telle était la coutume de Rabbi Yosef durant toute sa vie. Dans chaque quartier qu'il construisait, il était le Narshon, le premier habitait là, jusqu'à ce que le quartier fût bien établi et que d'autres le suivent. Vous voyez que les Mitnachalim n'ont rien inventé, les Romains Bigdal, ils n'ont rien inventé, en tout cas du point de vue de la méthode, et que cette méthode c'était lui. Ça, c'est pas marqué dans les livres d'histoire. Vous savez, c'est cette photocopie que vous avez ici de tous ces quartiers, qui c'est le début de l'idée de l'Aïtnachalou, de l'Aïtashut, etc. Voilà. Donc on a fini avec cette première partie. Le deuxième point qui est extrêmement important, il vous a raconté que ça a pris 3 ans et demi de venir en Israël, c'est la notion que nous on comprend mais que les jeunes ne comprennent pas. Combien colla Kashot, c'est-à-dire combien faire démarrer, et en fait c'est ça qui explique pourquoi et c'était possible de récupérer l'histoire, c'est-à-dire le sionisme de Herzl a pu se permettre de récupérer pour lui, parce que ce qu'on œuvrait entre 1800 et 1880, les élèves du Gras, 1700 et quelques, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, du 18e siècle, jusqu'en 1880, c'est pendant environ 100 ans, ce qu'on œuvrait, ça a eu un impact énorme, mais au niveau des chiffres, c'était rien du tout. Ça pouvait être 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Comme moi, quand je suis arrivé à Migdalos, c'est-à-dire dans Yehuda et Shomron, je me souviens que j'ai fait ma première shmira, j'étais avec un ancien du kibbutz qui avait déjà 3 ans avant moi, et qui m'a dit, tu vois toutes les lumières là c'est Alon Shvut, il y a 30 familles, là c'est Neve Daniel, il y a 15 familles, là c'est Lazare, il y a 13 familles, c'est-à-dire que c'était il n'y a pas tellement longtemps, c'était Saint-Yishuv, aujourd'hui, au Hachel, il y a 400 000 habitants dans Yehuda et Shomron, comme vous le savez. Yosef Hashem Alechem Kachem Elef Permi, Vachetchem Kacher Diber Lachem, que ça a multiplié. Mais en tout cas,
Il faut comprendre que c'est exactement la même histoire. Quand je suis arrivé, je suis pas vieux, et c'est une histoire d'il y a 30 ans. Quand nous on était aussi 12-15 familles, un Yishuv, c'était 15 familles. Et 15 familles, ça tenait un coin, une région. C'est élèves qu'il fallait construire chaque maison, et pas faire des immeubles de manière à étaler sur la surface. Voilà, donc c'est le deuxième point qui est important, l'idée de bien comprendre que quand la tralot cachot, et si aujourd'hui on a des difficultés, on est Baruch Hashem dans une situation totalement différente de la situation de l'époque, et parce qu'on a Baruch Hashem beaucoup avancé, et qu'on est 6 millions ici, etc. Voilà. Alors je passe au deuxième sujet, et qui est relié avec, et peut-être que de ça aussi Eliezer a parlé. La troisième, c'est à mon avis on n'en a pas parlé, c'est la relation entre la sionut du Gra, puisqu'elle s'appelle de leur nom sionut agraït, et on va voir pourquoi il l'a appelée sionut, on va le voir, et la sionut herzelianite, on pourrait dire de Herzl. Alors les 3 points. Le premier point, c'est ce qu'on va apprendre, c'est la ressemblance incroyable, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, quand on étudie le Kodetor, que le Gra, quand je dis le Gra, c'est clair que c'est Rav Hillel Mishklov qui a écrit le livre, mais que c'est l'enseignement de son maître, c'est chaque fois marqué, mon maître a dit, etc. Mais que il est Rivlin de Shklov. Alors Rivlin, c'est l'ancêtre, c'est la famille du Nassid aujourd'hui, Hillel c'est son nom, et Shklov c'est la ville qui était à côté de Vilna, d'où sont sortis tous les élèves du Gaon de Vilna qui sont montés en Israël. C'est-à-dire qu'il avait des élèves à Vilna, etc. Mais le groupement qui était le plus proche de son enseignement au niveau tsioni, c'était la ville de Shklov, qui apparaît dans le sceptre de Tokar, Tintin, page 33, à Moulbet, comme vous le savez, c'est pas une blague. On parle de Shklov là-bas, mais la page, je suis pas sûr, je n'ai pas baki à ce qu'on a dans les chasses de Tintin. Mais c'est pas le même Shklov, mais c'est vrai que ça apparaît là. S-K-L-O-W, tu verras là-bas, tu peux vérifier. HLA, est-ce que Tintin a pris du gras ou le gras? Antisémite. Quoi? Surtout avec un parent antisémite. Ouais. Mais RG, c'est au tir de gras, c'est les mêmes tir. Donc, je ne sais jamais comment à l'envers, mais alors donc, ça vient de sortir tout de suite maintenant. Alors donc, au niveau des lignes de ressemblance, c'est vraiment incroyable. Vous verrez, je ne vais pas vous donner tous les éléments, mais tous les termes centraux centrale de la nomenclature sioniste, c'est-à-dire comme justement le mot de Tzion, la Tikva, etc., c'est des choses qu'on va trouver. Et quand on va les trouver ici, on va aussi nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la Torah, où c'est marqué, et au niveau de la Kabbalah, par exemple, le mot Tikva, qui est l'hymne, que bien entendu, quand ils ont décidé de prendre l'hymne de Tzvi, Naftali Tzvi Imber, ils ne savaient pas que c'était marqué dans le Gra, Kaniré. Et ça s'appelle des notions de Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, si c'est vrai, alors ça apparaîtra, même si ceux qui l'ont décidé ne savaient pas que c'était marqué dans le Kodator. Et alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est la première chose. C'est-à-dire qu'en fait, comme il dit, c'est dans un texte on apprendra après, que ce livre doit être comme un Shulchan Aruch de comment faire pour faire avancer la Géoula. Et on verra que le Shulchan Aruch a été appliqué par des gens qui ne savaient pas forcément qu'ils étaient, comme de nos jours, qu'ils étaient en train d'appliquer. Donc ça, ce sera le côté extraordinaire. Maintenant, le deuxième point, c'est ce mashber, c'est-à-dire que cette falsification, elle a 2 pendants. Elle a le fait que le sionisme de Herzl s'est accaparé, on peut dire, de ce qu'il y avait avant, sans prendre le fondement des sources de Torah qu'avait le Gaon de Vilna. Et d'un autre côté, un deuxième phénomène, et j'en ai parlé avec Eliezer parce que je suis en recherche et je n'ai pas de réponse, à quel moment et comment ça s'est passé que les Talmidei Hagra sont devenus les gens de Mehacharim? Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses ils se sont tellement éloignés, et est-ce qu'ils se sont vraiment tellement éloignés, etc. Et c'est quelque chose... Il a expliqué que c'était peut-être à cause de l'épidémie de Tzfat, parce que c'était passé à Tzfat. Non, il connaissait pas la... Vous ne connaissez pas parce qu'on en a parlé au téléphone. Après Tzfat, il a dit qu'il y a beaucoup qui ont retourné leur veste. Qu'il y a eu un tremblement de terre, ça. Oui, mais c'est pas... J'ai parlé aussi, il y a comment il s'appelle, Manu Chabert, qui fait un doctorat sur le Gaon de Vilna, je lui ai aussi demandé, etc. Mais je voudrais retourner aux sources et trouver des gens qui sont dans le milieu et qui le connaissent. Comme je ne m'occupe pas d'histoire, j'ai jamais eu le temps de faire ça, mais Bezrat Hashem, c'est Azman, ou lui ou moi, j'en ai parlé à Eliezer qu'on essaie de trouver.
les sources. En tout cas, c'est un point d'interrogation. La réponse au point d'interrogation, elle est simple, c'est qu'ils ne parlent pas. En tout cas, ils ne nous parlent pas à nous. C'est-à-dire, entre eux, ils savent. Une chose que je sais, que j'ai vue dans un texte, mais qui est dit, et les gens qui ont écrit ces livres, qui sont les Talmidei Agra, qui sont restés fidèles au message, etc., la famille Rivlin et d'autres, justement, le Rafi Friedlander, par souci aussi de ne pas faire de marloquette, de ne pas de faire de la shonara, donc les choses ne sont pas marquées, donc peut-être que c'est bien aussi qu'on ne le sache pas. En tout cas, il y a une chose ici qui est marquée, ou que j'ai entendue, je ne me souviens plus, c'est que de nouveau, il y a énormément de mismachim, de documents qui se trouvent dans la Archeon Nazioni et qui ont été pris et récupérés. C'est-à-dire détournés. Aussi des méthodes qui ne sont pas très cachères, quoi. Et il y a Choliot qu'il y a du travail pour les historiens là-dessus. Voilà. Donc, en tout cas, le fait, tel que je l'explique, il est très simple, c'est que, et là je prends un enseignement du Rav Kook dans le Mispet Birushalayim, et autre part aussi, c'est qu'il y a eu deux phénomènes, malheureusement, qu'on appelle ça les Chevlei Mashiach, c'est qu'il y a eu au lieu qu'il y ait un travail de coopération, on pourrait dire, entre justement cela et cela, chacun, c'est-à-dire et le mouvement d'Herzl et le mouvement, on pourrait dire, qui était d'auparavant, au lieu d'être capable de réussir à travailler ensemble, eh bien chacun a rejeté. Et le problème est de savoir qui a commencé. Et c'est pas tellement important, parce qu'on peut dire que c'est les sionistes qui ont commencé en faisant de la récupération, on peut dire que c'est le contraire, c'est les autres, on n'en sait rien. Rav Kook dit que non, je ne vais pas dire ce qu'il dit, mais on ne peut pas savoir, c'est très difficile de savoir. Je vais vous donner juste un exemple pour montrer que la difficulté est compréhensible. C'est ce qui s'est passé au moment du Girouj de Gush Katif, où une partie du public qui est sioniste est devenu un sioniste ou anti-sioniste quand il a vu que en fait, Ariel Sharon et l'État et le gouvernement se sont retournés contre eux. Donc c'est une réaction qui est humaine, qui est normale, et c'est extrêmement difficile d'être capable de faire la part des choses, et de dire d'accord, ça c'était pas le C'est pas momentané cette réaction pour une partie oui, pour une partie non. Il y a des jeunes qui n'ont pas changé d'avis beaucoup. Mais c'est vrai que c'était momentané parce qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait au niveau de la Manigout pour pouvoir permettre de refaire, on pourrait dire, de refaire un shalom possible. Ce qui est, alors maintenant, au niveau historique, qui sont ceux qui ont continué? Alors en effet, c'est ceux qui ont édité tout ça. Et les figures les plus connues, c'est le Rav Kook, Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, parce que Rav Avraham, il n'est pas sorti de rien du tout. Il est sorti de Vologine. Donc il est sorti de l'école des élèves du Gra, du Natsiv, mais qui était l'école de Rav Chaim de Vologine, et il connaissait tous ces enseignements, et c'était ça le combat du Rav Kook. C'est-à-dire le combat du Rav Kook de son temps du père, c'était d'empêcher le Kera, c'est-à-dire le déchirement entre les deux. Rav Kook, il venait du Yeshuva Yashan. Il était en contact permanent avec les Gdolim du Yeshuva Yashan, et son effort permanent, c'était, il était entre les deux, c'est d'un côté d'encourager les uns, et d'un côté d'encourager les autres, et d'essayer d'empêcher cette rupture entre les deux. Il a réussi en partie, il n'a pas réussi complètement, nous on est là pour prouver qu'il a réussi, c'est-à-dire qu'il a réussi à maintenir un enseignement de Torah, selon l'enseignement du Gra, qui intègre les deux valeurs du sionisme et de la Torah. C'est-à-dire que si Rav Kook n'avait pas été là, on ne sait pas combien la rupture aurait été encore beaucoup plus grave et tragique. C'est-à-dire donc c'est lui qui a continué. Une autre figure connue, c'est Rav Aryeh Levi. Vous connaissez Rav Aryeh Levi? C'est-à-dire vous connaissez Hatzadik Yerushalmi. Il faisait partie de ces gens qui, d'après leur look, on a tendance à les prendre pour des gens du Yeshuva Yashan, mais en fait, c'était des gens qui, comme le Rav Kook, connaissaient cette Torah, savaient que c'est comme ça qu'il fallait faire, et c'est comme ça qu'ils ont fait. Le Rav Friedlander, par exemple, que j'ai cité, c'était le Mashgiach de Ponevich à l'époque du Rav Kalman. Rav Kalman, c'était le grand ami de Mori Verav de Rav Moshe Bochko, de Rav Moshe à l'époque. Oui, c'est un bon Rav. À l'époque, jusqu'à ce que, de nouveau, il y a eu un... Bon, toi, tu connais les histoires, moi, je connais pas, je connais que les mythes. Mais en tout cas, c'était une époque, dans le temps, il y a quelques dizaines d'années, où, malgré tout, il n'y avait pas un si grand clivage entre les choses, les différentes populations. Il y avait Après 67, le clivage. C'est après 67 qu'il y a eu le clivage. Mais encore maintenant, ils lisent le drapeau israélien, le Matzvaout, ce qu'avait institué le Rav Kadma. C'est ce qui reste. Mais bon, il faut espérer qu'Akadosh Baruch Hu, avec tous les Isurim qu'on a, c'est aussi pour nous aider. Et il y a des mouvements de retour, c'est-à-dire de reconnaissance de nouveau des deux côtés, etc. Il faut des trois côtés. Aujourd'hui, c'est trois côtés, c'est-à-dire ceux qui sont merdim et ce côté. Mais là, on a un exemple flagrant, la difficulté au moment où ça démarre
d'intégrer les notions de Torah et historique, même chez les élèves du Gra, et avec le renouveau, dès que ceux qui ont pris en fait, parce que c'est vrai qu'ils se sont appropriés le sionisme et qu'ils n'étaient pas religieux dans leur majorité, donc ça crée cette tension. Voilà, ça c'était le deuxième sujet, et maintenant on arrive au troisième sujet. Qu'est-ce qui a permis aussi ce genre de choses, et c'est-à-dire que, et aussi un grand point d'interrogation, c'est-à-dire que j'ai ici plusieurs points d'interrogation. Le premier, que demandera n'importe quel élève de n'importe quel yeshiva qui n'est pas au courant de ça, c'est-à-dire les yeshivot qui sont passionnistes, il te dira, mais si c'est tellement vrai, tout ce que tu dis, c'est marqué dans ce bouquin, comment ça se fait que c'est pas marqué autre part? Vous comprenez? Comment ça se fait que c'est pas marqué dans la Gemara? Comment ça se fait que c'est pas marqué dans les livres de mes rabbanim, etc., que mes rabbanim ne le connaissent pas, que moi je le connaisse pas, ça va, mais que mes rabbanim ne connaissent pas ce genre de choses. Comment c'est possible? C'est-à-dire, alors ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que si ça a été possible pour la sionisme herzliani de récupérer, c'est que c'était même le mouvement du Gra, c'était un mouvement qui était un peu clandestin. Alors ça c'est une deuxième, ça fait partie du même point d'interrogation, et c'est le sujet par lequel on va commencer aujourd'hui, c'est la notion du sod. C'est-à-dire, et je crois que je vous avais déjà donné cette définition, mais je vais la reprendre. C'est quoi le sod? D'accord? Le sod, le secret. C'est-à-dire, comme on dit, sod Hashem Iréa, d'accord? Et le sod. Qu'est-ce que c'est un sod? Alors, le Manitou, quand on en a parlé souvent, dans son cours sur la Kabbalah, il en a parlé. Le sod, c'est le secret. C'est-à-dire, pourquoi il y a des enseignements de la Torah qui sont exotériques, qui sont niglés, et il y a des enseignements de la Torah qui sont ésotériques, qui sont nista. Pourquoi une partie des enseignements de la Torah sont secrets et une autre partie sont révélés? Comment est-ce qu'on sait ce qu'on a le droit de révéler? Est-ce qu'on n'a pas le droit de révéler? Vous comprenez la question. Alors en général, le public habituel, je ne vais pas donner, il y a plusieurs explications, le grand public pense que le sod, c'est des trucs qui sont trop compliqués, et que si on le disait aux gens, ils ne comprendraient rien, ils vont mal interpréter. Donc il ne faut pas le révéler qu'aux gens super avancés dans l'enseignement. C'est ça qu'on pense, c'est-à-dire que tout le monde peut apprendre le chumash parce que c'est facile à apprendre, tout le monde ne peut pas, mais la plupart des gens peuvent, en tout cas une grande partie peut apprendre la Gemara parce que c'est rationnel, c'est facile d'accès, et le sod c'est compliqué, c'est irrationnel, c'est quelque chose de trop compliqué, donc on l'a gardé en secret. C'est-à-dire, ça c'est ce que dans la rue on raconte, et c'est l'onachon, c'est pas vrai, c'est pas ça la vraie raison. Alors la vraie raison, il y en a plusieurs, mais la raison essentielle, c'est un passouk que je vous cite, et qui est expliqué dans ma Maseret Ketuvot, page 111, folio 1. Je n'ai pas tout photocopié, mais je vous le cite par oral. C'est un passouk de Shir HaShirim. Ishbarati etrem, benot Yerushalayim, mitzvot obayalot hasadeh, matairu et ahava, ad sheterpaz. Vous connaissez la chanson, c'est une belle chanson. C'est-à-dire, et je ne vais pas vous la chanter, il y a la caméra là, et donc, j'analyse le passouk. Je vous abjure, Bnot Yerushalayim, fille de Jérusalem, Betzot Obayalot hasadeh, Matairu, imteru, c'est marqué 3 fois, de ne pas réveiller et de ne pas éveiller, c'est Tairu Teru et Ta'ava, amour Hatcheterpaz. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la définition du sol, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de révéler tant que le temps n'est pas arrivé de le révéler. C'est ça qui est la définition essentielle du sol. Comme par exemple, je vous avais donné aussi, on en a parlé l'année dernière, cet exemple, si un enfant de 8 ans demande à son père ou à sa mère, dis-moi papa, dis-moi maman, comment est-ce que les enfants viennent au monde? Alors, on ne peut pas leur faire un cours d'anatomie, parce que ça lui fera un gamba nefesh, ça lui fera pas du bien, ça va le traumatiser. Par contre, si à 25 ans, un khatan, il arrive chez son rave, il le prépare, il dit, comment expliquer? Non, ce sera grave, d'accord? C'est quelque chose qui est, au contraire, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand le temps est arrivé, il faut le faire, et avant, si c'est immature, c'est-à-dire que c'est pas le temps, à ce moment-là, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Premièrement, le mal que ça peut faire à la personne parce qu'il n'est pas capable de le recevoir. Et deuxièmement, au niveau de la Géoula, c'est encore plus grave et qu'on peut comprendre, c'est que quand on a un ennemi en face, si on dévoile ses armes atomiques, à ce moment-là, il va développer une contre-attaque, c'est-à-dire que son échec sodi, ses armes secrètes, ils sont sodis jusqu'à la guerre. Au moment où c'est la guerre, on est obligé de les sortir, et à ce moment-là, tout le monde le sait, le kippa de Barzel, j'en sais rien, toutes ces choses-là, et c'est plus sodi. Dans le Tana, il n'est jamais indiqué, dans le Chumash, il n'est jamais indiqué que
Jérusalem, Ramakom, Shalichra, pour ne pas dire aux ennemis, justement. C'est un très bon exemple. J'ai jamais pensé à cette explication, mais c'est n'importe. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu a dit Hamakom sans révéler jusqu'à ce que David l'ait révélé que c'était cet endroit, c'est une très belle expérience. C'est-à-dire que tant que le moment n'était pas arrivé, c'était un sol. D'accord? C'est bien. Et aussi, on trouve l'eau. D'accord? En Israël, c'est un sol. C'est quoi? C'est le seau d'eau. Ouais, et donc, c'est ça qui est marqué, Mateo Interveta Ava Hacheterpas. Maintenant, comment est-ce que la Gemara, donc tout elle dit que vous savez qu'il y a 3 Shuot, il y a 3 serments. C'est-à-dire, il y a, dans la deuxième version, il y en a qui disent qu'il y a 6 serments. Or, ceux qui disent qu'il y a 6 Shuot, vous regarderez le texte, vous verrez, les 3 premières vous les connaissez, je ne les reprends pas chez le Choma, chez le Rodouamot, etc. Mais les 3 suivantes, c'est une des 3, c'est Shelo Yegalu et Tasso, de ne pas révéler le sol. Or, la Gemara demande quel est ce sol, et elle dit Sod Haïbour, le Sod Haïbour. Maintenant, comment est-ce que le Tosfot explique Sod Haïbour? Il dit Sod Haïbour, parce qu'il fait correspondance avec une autre Gemara de Rosh Hashanah, qui dit c'est comment est-ce que faire le Kiddush HaChodesh et Kiddush Hashanah, etc. Alors du coup, on ne comprend pas du tout. En quoi c'est relié le Sod Haïbour, c'est-à-dire l'organisation du calendrier annuel, et quand est-ce qu'on fait un deuxième Adar, et puis notre problème. Et parce que la vérité, c'est que c'est pas ça le Sod, de nouveau ça a été caché, mais le Sod Haïbour, c'est Kipshuto, c'est quoi? C'est que quand le processus est dans son stade de gestation, alors on n'a pas le droit de le révéler, parce que l'ennemi, il va à ce moment-là provoquer un avortement, où il va faire tout pour empêcher. Par contre, une fois que le bébé est né, on n'a pas le droit de ne pas dire, c'est-à-dire de ne pas révéler le sol, vous comprenez? C'est-à-dire on ne peut pas le ramener dans la situation d'avant. Alors c'est ça ce qu'on appelle Mataïru Matero et Ta'ava, Hacheterpat. C'est pour ça que la Gemara interprète le début du Pasuk, Ishbat Yetrem, je vous prends un serment, et donc on dit qu'il y a des chevaux, et les gens ne savent pas qu'il faut lire le Pasuk jusqu'à la fin, que Mataïru Matero et Ta'ava, Hacheterpat. C'est-à-dire que la choix, c'est de ne pas faire les choses, ou ne pas les révéler jusqu'à ce que le temps soit arrivé, mais de même que c'est interdit de les révéler avant, c'est interdit de ne pas les révéler quand le temps est arrivé, et ça on le verra dans le livre du Gras, qu'un de ces principes, c'est l'obligation de révéler les sodotes. C'est-à-dire quand le temps est arrivé, on est dans l'obligation, et le Rav Kook a repris cet enseignement, aujourd'hui, même on n'a pas plus besoin d'eux, on sait que c'est comme ça que les choses se passent, c'est-à-dire qu'il y a révélation des choses, parce que c'est un signe que l'accouchement s'est fait, et le bébé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on donne toutes les sodotes, voilà. elles sont dans des cours internet, etc. Voilà, alors qu'avant, on n'avait pas accès. Il n'y avait pas accès, et les rabbinim n'enseignaient pas, etc., etc. Ou bien même si les gens pouvaient, ils ne connaissaient pas les livres, où il n'y avait pas de rabbinim, où il n'y avait pas de traduction, etc. C'est un phénomène d'histoire qui explique que le temps y arrive, c'est-à-dire dans les deux sens. Voilà. Mais le vrai secret, c'est le secret du temps. C'est de savoir quand le temps est arrivé. Ah, d'accord. C'est quand le temps est arrivé de révéler. Oui. Alors c'est les maîtres du sol qui le savent. Donc eux, ils le disent. Ils sont éternels, ces maîtres du sol. Shabbat, c'est transmission. C'est-à-dire que, par exemple, c'est écrit là, c'est écrit dans le Rav Kook, si vous voulez, dans Oroth. Il y a ce qui s'appelle la Kriya Gdola, vous pouvez regarder, etc. Il dit le temps est arrivé, et dans Oroth HaKodesh, au tout début, je crois que c'est la Piskavav, il dit le temps est arrivé de révéler, et si on ne révèle pas, c'est très grave, et l'enseignement de Torah va se dessécher, etc. Énormément de choses, et on empêche la Géoula. Et le Zohar Kadosh, il dit Bisrout, Shiaskou, Zohar Kadosh, Ifkun Min Golgaluta, ils sortiront de la Galoute. Alors les gens croient qu'il faut lire le Zohar, le Motzei Shabbat, et grâce à ça, c'est une Zgoula, que la Géoula elle va venir. C'est pas du tout ça. Ça n'a pas du tout ce goût-là. C'est autre chose. C'est que si on s'occupe sérieusement de ça, alors on s'occupe de la Torah Géoula, la Torah Goélet. Et à ce moment-là, la Géoula vient et ça va ensemble. Alors, ce que tu dis, c'est que les choses, ils vont ensemble. C'est-à-dire, on verra que la Torah de grâce, c'est la Torah des petits pas, ce qu'on appelle la Ikvot Mashiach. C'est-à-dire, et donc, plus que ça, on l'expliquera quand on y arrivera, le principe des Akevot, c'est les pas, c'est que les pas, ils se font comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des roues, c'est des pieds. C'est-à-dire que si on avance au niveau Maassi, alors on peut révéler au niveau des Sodot. À ce moment-là, de nouveau, ça permet d'avancer, ça permet de révéler, c'est comme ça que les choses se font. Donc nous, on a une obligation ce soir, et cette année, d'étudier les Sodot de la Géoula, et c'est pour ça qu'on va étudier tout ça. Voilà. Donc ça, c'est le point important. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il faut comprendre
qu'à l'époque du Gra, il était avant le début, c'est-à-dire qu'on verra au niveau du temps, il était au début du processus, il a expliqué pourquoi il est au début du processus, et il avait extrêmement peur de trop dévoiler. C'est-à-dire, d'un côté, il fallait qu'il transmette à ses élèves et qu'il leur dise commencez à bouger, allez-y, allez-y, allez-y. Je ne donne pas l'impression, je pense qu'il en parler pourquoi lui-même n'est pas monté en Israël, sinon on le verra dans le texte, on en parlera. Mais en tout cas, il a envoyé ses élèves. Et d'un côté, il disait, ça c'est des secrets, on n'a pas besoin de le révéler, il ne le révélait pas, etc. Et c'est des choses qu'aujourd'hui on enseigne, ça se trouve dans tous les, on pourrait dire dans le petit hebdo de chaque semaine, on trouve ces enseignements. Mais à l'époque, il faut bien comprendre de même qu'une des difficultés de Akhalot Kashot, de la difficulté, c'est que si tu révèles trop vite ce que ton plan, c'est beaucoup plus dangereux que si tu ne le révèles pas. Donc il faut faire les choses, et au fur et à mesure que les choses se font, alors on peut révéler un petit peu plus. Quoi? Le risque de Shabbatai suit. Non? Pourquoi? Parce que lui aussi il a essayé, je ne sais pas non, si... Non, mais si on révèle trop tôt. Je ne vois pas le lien, peut-être que tu as raison, mais je ne connais pas assez l'histoire de Shabbatai pour voir le lien entre les deux. C'est possible. Dans le sens où il est allé en Turquie, peut-être c'est lui qui a préparé la place pour les mamelouks qui aujourd'hui après. Alors c'est ça le problème, je ne connais pas. A priori c'était un faux messie, c'était un malfaiteur. Est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'au début il y avait un potentiel et qu'il a mal fait? Je ne sais pas, je ne connais pas. C'est lui pour le dire, oui. C'est pas seulement vis-à-vis des ennemis, c'est aussi à l'intérieur du peuple. Maurice parle plus fort. Oui, ce n'est pas seulement vis-à-vis des ennemis, c'est aussi pour éviter une marque loquette dans le peuple. Si on reprend l'exemple de Yerushalayim, c'était pour ne pas justement provoquer une marque loquette entre les 12 tribus pour savoir où serait installé Yerushalayim. Très bien, je vois que tu as tout une Torah dessus. La semaine prochaine, c'est toi qui Non, je crois me souvenir que Manitou nous avait dit aussi que pourquoi on ne révélait pas le sol, c'est pour pas que les gens désespèrent. Ah oui, c'est aussi un des points essentiels. Mais c'est pas là, alors il ne fallait pas en parler. Il y a fait meurtre, c'est motif, tout est vrai. C'est-à-dire que tout ça, c'est partie du fait que quand c'est en gestation, c'est dangereux. Il y a un exemple aussi que je vais rajouter que le Nativ, dont le Nativ parle, le Maharal, c'est basé sur des Midrashim. Vous vous souvenez, c'est qu'au moment de la sortie d'Égypte, c'est la même chose. Il y a un Machal qui dit que l'Égypte voulait en fin de compte étouffer avant l'accouchement, c'est-à-dire que comme c'est comme un accouchement la sortie d'Égypte, c'est le moment le plus sensible où et c'est l'histoire justement de Kol Ben Ayelod Ayorat Ashlichu, que tout enfant qui naît, vous devez le jeter dans l'île, etc. C'est-à-dire qu'il y a au moment, dans la gestation, et encore plus au moment de la naissance, c'est un moment d'extrême, de grande sensibilité, de grand danger, donc il faut faire attention. Alors on va tout de suite voir les textes du coup de ça, pour pouvoir bien comprendre. Les élèves de l'Arménie sont venus aussi dans l'idée qu'en 1840, si je me souviens bien, c'était l'année de la Géoula dans le sol. Oui. Donc ils sont venus aussi pour être là au moment de la Géoula. Oui. Oui, mais c'est vrai, mais seulement, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait beaucoup de choses, mais ils n'ont pas beaucoup parlé. Et que comme ils n'ont pas beaucoup parlé, c'est aussi ce qui a permis à la Tziout de Herzl de récupérer le truc. Parce qu'ils n'ont pas fait de déclaration. C'est-à-dire qu'aux yeux, on pouvait dire que c'était des vieux juifs avec des papillotes, qui étaient là en train de lernen, sitzen, lernen, qui s'occuperaient de Géoula, parce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas déclaré. Et d'être grave, aux yeux du monde aussi, peut-être c'est valait mieux que ce soit des chilonim qui viennent rentrer comme ça, plutôt que dans ce cas-là c'est la Torah et les juifs, etc. Peut-être jamais on aurait eu le pays. Il a fait Metsuyan, je vais tout de suite le dire. Je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai marqué à droite, mais en tout cas c'est mal. Mais qui va-t-il d'arrêter? Alors on va lire tout d'abord les deux textes et je vais rajouter aussi cette idée. Alors vous voyez, c'est dans le livre du Collator. On va lire que le Collator. Le troisième, ce qui est marqué de Chazon Tzion, pour ceux qui lisent bien en ivrite, c'est un autre livre, c'est ce livre-là, c'est le livre de l'histoire de la Liat Talmidei Agra, écrit par les Talmidei Agra. Parce qu'il y a des livres, il y a Morgenstern, qui est un chercheur, qui a écrit la Liat Talmidei Agra, qui est un livre nouveau. Mais ça, c'est aussi nouveau, c'est sorti il n'y a pas longtemps, ressorti, imprimé il y a plusieurs dizaines d'années, l'original. Et c'est les livres, il y en a 3 comme ça, écrits par, il y en a d'autres, il y en a plus, mais en tout cas j'en ai 3 qui sont écrits par les Talmidim eux-mêmes. Alors regardez, dans le Collator, je vous ai fait une photocopie de 2 choses. Le premier, c'est Atznei Alechet. On verra dans quel chapitre, pourquoi c'est marqué, etc. Donc Atznei Alechet, c'est aller avec modestie, traduction truc, humilité. Aucune des deux, Atznea, c'est Beshaket, c'est-à-dire caché. C'est-à-dire la Tzniut, c'est que où tu es modeste, c'est-à-dire que tu ne te mets pas en avant,
ou que tu es habillé comme il faut que tu caches. Mais le mot de Hatznea, Lechet Milokecha, selon la traduction du Gra, c'est un passage dans Tehillim, c'est tu dois aller en silence. Quand à ce moment-là. C'est-à-dire au moment du début de la Géoula, il faut faire les choses, c'est un Lechet. Kol Peroula chez la Tralta de Géoula, Tzricha Liot Behatznea Lechet Milokecha, Besod Sim Beozne Yoshua, Sheu Beturia de Mashiach ben Yosef. Je m'arrête là et je traduis. C'est-à-dire chaque action du début de la Géoula doit être Behatznea Lechet Milokecha, c'est ça le pasouk. C'est-à-dire que quand tu vas avec Dieu, donc tu fais le plan de la Kadosh Baruch Hu, tu dois le faire Besheket en silence, Besod selon le secret, Sim Beozne Yoshua. Il y a même une référence Mideoraita. Parce que Behatznea Lechet Milokecha, c'est pas un pasouk a priori qui parle de ça, il parle d'autre chose justement, il est traduit d'habitude avec modestie, c'est-à-dire que tu dois te conduire avec modestie, avec humilité, avec la Kadosh Baruch Hu. Aucun rapport, d'accord? C'est-à-dire pourquoi c'est aucun rapport? Parce que l'humilité, c'est souvent, c'est la non-activité. Vous savez, c'est-à-dire moi non, moi je ne veux pas monter à Torah, je ne veux pas faire ça, je veux pas faire... Alors que quand on parle de silence, ça sous-entend tu fais beaucoup, mais asket, d'accord? C'est-à-dire que tu le fais en silence. Et alors quel est le pasouk? Vesim beozne Yoshua. Alors ce pasouk, vous le connaissez, mais je vous le cite in extenso. Je suis désolé, je ne photocopie pas toutes les sources, je les cite par oral, vous pouvez les trouver. C'est un des derniers psukim de Parashat Beshalach, et c'est ce au moment où il y a eu une guerre entre Israël et les Salamalek. Vous connaissez les Salamalek. Et donc, les Amalécites, il y a eu une guerre entre eux, et à ce moment-là, celui qui a fait la guerre, c'était Yoshua bin Nun. Et après la guerre, quand il y a eu victoire, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il lui dit, parle avec Yoshua et mets-lui dans ses oreilles, Ki macho emche et zecher amalek mitachat hashamayim, ki yad kassia milchama l'Hashem ba'amalek midor. Je vous ai cité tout le passouk, mais en fait, Hachem dévoile à Moshe le programme de l'extermination d'Amalek, du combat et de l'extermination future, c'est-à-dire macho emche dans le futur, c'est-à-dire mitachat hashamayim, etc. Et il lui dit, c'est moi, on avait déjà étudié ça à Purim l'année dernière, c'est moi qui vais effacer la mémoire d'Amalek, qui a d'Al-Kassia, car la main de Dieu est sur le trône de Dieu. Milchama, guerre contre Amalek, midor de génération en génération. Donc en fait, il y a un enseignement clair qui dit que ce n'est pas un combat d'une fois à la sortie d'Égypte, c'est un combat de toutes les générations. Et il y a l'enseignement que Akadosh Baruch Hu dit. Or, il y a un point intéressant, c'est qu'il dit à Moshe, Vesim beozne Yoshua. Tu dois enseigner à Yoshua, il ne dit pas Kotomar le Yoshua au côté Lamed, mais il lui dit Sim beozne, tu dois le mettre dans les oreilles de Yoshua. Or, cette expression Vesim beozne Yoshua, elle apparaît encore une seule fois dans la Torah. Vesamta beozne bincho bincha, et asherita alalti bemitzrayim, c'est-à-dire au moment de la sortie d'Égypte. Et je ne sais pas comment l'expliquer là-bas. Mais ici, en tout cas, c'est une expression qui est extrêmement rare, qui n'apparaît pas. Et ici, dit le Gra, il dit, ça veut dire quoi, Sim beozne Yoshua? Vous avez compris, c'est quoi? C'est-à-dire que tu dois lui mettre dans l'oreille, parce que le programme d'expérimentation d'Amalek, ça fait partie, en fin de compte, du programme. C'est ce qu'on va voir ici, que notre combat, c'est contre ces Sa'al Amalekoum, ceux-là, d'accord? Et que notre combat contre eux, il faut que le programme soit dans les oreilles et ne soit pas déclaré ouvertement, parce que ça crée un danger de la réaction, de tout ce qu'on a dit, et en plus de la réaction d'Amalek s'il connaît notre programme. Donc il ne faut pas dire le programme à venir. Non, parce qu'on lui donnerait l'éventualité de se manifester tous les ans, puisque c'est toutes les dors, puisque c'est à la limite c'est Dieu qui succiure dans l'oreille. Si on dit à Amalek, s'il lui disait clairement que Midor, les Dors, il viendrait nous combattre, il dirait finalement c'est Dieu qui me l'a susurré. En plus, voilà, exactement. C'est bon, je dois lire en fait. Ou bien les Juifs se désespéraient, comme de savoir que tout ça c'est ensemble. Donc c'est Beozne Yoshua Shebeturia. Alors maintenant, pourquoi dans les oreilles de Yoshua? Que ce soit dans les oreilles, ça va. Mais pourquoi de Yoshua? Chez vous, le Touria de Mashiach ben Yosef. Touria, on le verra, c'est le mot qui apparaît tout le temps, c'est qui fait partie de la Bechina, de la dimension de Mashiach ben Yosef. Il appelle ça Touria, je ne sais pas pourquoi, c'est un mot en araméen, c'est pas la pioche. C'est-à-dire, mais tu peux dire que oui, parce que c'est ça comme ça qu'on a reconstruit le pays d'Israël. Mais en tout cas, Touria, c'est dans la vertu, dans la dimension de Mashiach, Dalet même Bethul, c'est de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, c'est comme ça que c'est marqué chaque fois. Alors, il dit en plus, Beozne, Kipshuto, comme ce pshat c'est chuchotement, Vegam Merumaz, Vezé Sod, Bechouchbena, et en plus,
il y a dans l'allusion ce qu'on appelle le niveau du remez. Vous vous souvenez, il y a Pshat, Remez, Drash, Sod. Le remez, c'est le Gimatriot. Il y a tout un chapitre dans le collator qui explique pourquoi la dimension du remez, qu'on appelle le Gimatriot, est tellement importante au temps de la Géoula. On l'étudiera comme il faut en temps venu. Vegam, Bam, Merumaz, Beze, Sod, Bechouch, Bena. Parce que la Gematria de Beozne et la Gematria de Sod, c'est la même, c'est 366, comme c'est marqué ici à gauche. Donc, si vous voulez vérifier. Mais en tout cas, c'est la même Gematria. Donc, Beozne, si tu avais un doute que ça voulait dire que ça devait être Besod, alors maintenant on n'a plus de doute puisque c'est la même Gematria. Autre, Mirimze Rabbeinu, à la Passouk, Sod Hashem Lireav. Un deuxième remède, c'est que sur le Passouk, Sod Hashem Lireav que vous connaissez, les secrets de Hashem sont pour ceux qui le craignent. Sod Bemiloui. Alors maintenant, on rentre dans la technique des Gematriot. Chaque mot, on peut le faire avec son Miloui. Ça veut dire quoi? C'est qu'on cherche la valeur numérique non pas du mot Sod, mais du mot avec le Miloui. C'est-à-dire Sod, c'est Samer, Mem, Chav, Vav, 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 et Kaf, Kaf, Pei final. Ou Pei, vous avez compris? Non, Dalet. Sod, Dalet. Dalet, c'est juste. Je ne sais pas comment j'ai fait. Alors, Samer, Vav, Dalet, vous voyez, c'est Wav, Dalet. Begematria, si on préfère la Gematria de tout ça ensemble, Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, vous avez compris, le mot Sod, avec son extension, a la même valeur que Mashiach ben Yosef. Donc, le plus grand secret de toute la Torah, c'est pas Mashiach ben David, c'est Mashiach ben Yosef. Vous avez compris? C'est le Sod au carré. C'est le Sod avec tout son miloui. C'est le plus grand Sod. Cher Aliado, Bakibuz Galouyot. Va à la Passouk. Je finis d'abord le texte et je donnerai encore des rajouts d'explication. Va à la Passouk, sur le verset. Kvod Hashem Aster Davar. Vous avez compris. Le kavod de Hashem, c'est de cacher les choses. C'est un Passouk qui dit il y a des choses qu'il faut cacher. Le Kvod Hashem. Alors, en général, on pense à. Il y a d'autres interprétations dans la Gemara et autre part. Il dit Aster Davar Begematria, Aliyat Ashvatim, c'est-à-dire la Aliyah des tribus, donc le rassemblement des exilés. Donc c'est ça, le Sod d'Aster Davar qu'il faut être mastir. Donc il nous bombarde en fait de Gematriot qui prouve que s'il y a quelque chose qui était un Sod qu'il fallait cacher tant que le temps n'était pas arrivé, c'était ça. Bechavanazo, alors écoutez bien ce qui est intéressant. Donc, selon cette intention, Oral Anoura Benu, notre maître, c'est le gros, le gras, donc comme je l'ai dit, ça dépend, c'est la même chose être gras ou être gros, c'est un Ashkenaz ou un Sfarad. Ouais. L'ikro est à Gabaout chez le Kibbutz Galuyot, c'est-à-dire de donner le nom du mouvement. Gabaout, il l'appelle comme ça, mais c'est le mouvement de Kibbutz Galuyot, Beshem Chazon Sion, Velo Beshem Shivat Sion. C'est-à-dire que c'était clair pour le Gaon de Vilna que le mot Sion devait être dans le mouvement, qui était, et on le verra pourquoi, Sion, c'est Gematria le plus simple, immédiat. Vous savez quel est le Gematria de Sion? Quelqu'un sait? Yosef, il a fait mot. Donc Sion, c'est pas le mouvement de Géoula, c'est le mouvement de Géoula de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, et après on verra toutes les correspondances qui sont amenées en appendice aussi dans le livre de Manitou sur le Mispet du Yerushalayim, pour ceux qui veulent regarder les références. Mais en tout cas, c'est clair que le mot Tzion. Maintenant, il voulait prendre un passouk. Il avait le choix entre le passouk Chazon Tzion ou Shivat Tzion. Tous les deux, c'est des psukim de la Torah. Shivat Tzion, vous vous souvenez, et Shivat Tzion et Nukechomi. Et il aurait pu prendre Shivat Tzion. Eh bien, il n'a pas pris Shivat Tzion. Pourquoi? Parce que si tu appelles ton mouvement Shivat Tzion, c'est grave. Tu déclares que le mouvement sioniste, c'est le mouvement du retour des Juifs. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'Hitler va apparaître pour empêcher les Juifs de revenir en Israël, et que le Moufti de Jérusalem va apparaître pour empêcher les Juifs de rentrer, l'un pour empêcher de sortir, et sans parler des Juifs aussi qui vont commencer à faire du balagan. Donc, le Gaon de Vilna a dit, Sion oui, mais Chazon Sion. C'est quoi Chazon? Vision, c'est-à-dire au calendrier grec, c'est-à-dire que c'est pas marqué que c'est pour demain, c'est marqué qu'on commence. Alors, vous voyez la différence entre les deux, entre Shivat Sion et Chazon Sion. Chazon Sion ou Alpi Pasuk, c'est Chazat Sion Kiryat Moadenu, Aïnou, c'est-à-dire il cite le Pasuk dans Yeshaya, ou Aïnou, chez Moed Ageulat Alou Bet Sion. Alors le Pasuk, si on prend le Pasuk Chazat Sion Kiryat, Sion c'est Jérusalem, Chaza, on a prévu ou vu, Sion Kiryat, la ville de Moadenu, de notre temps. Alors c'est quoi la notion de temps? On le verra après plusieurs fois que c'est aussi un des secrets, une des clés. C'est le nom de Moed, qui est Lechanina qui va Moed. Aïnou chez Moed, la Géoula Talou Bet Sion, que le temps de la Géoula dépend de Sion, c'est-à-dire que bon, on le verra, on étudiera ça. C'est-à-dire que là, il met entre parenthèses, si on voit à la fin du passage, qu'il y a un Moed, il y a un temps,
mais il faut taire le temps. Il y a un film comme Savoin, Les Moëttes. Vous ne connaissez pas ce film? Il y a un mot pas très poli entre les deux. Les Mouettes. Bon, le rachat. Ou Passouk Zénémar, Machir Ben Yosef. Donc ce Passouk qui a été dit sur Machir Ben Yosef. Le Chen Alpi qui devait Rabbeinu Ari Akadosh Zal. Et ainsi que c'est marqué dans les Ketavim du Ari Akadosh Zal. Le Chen Alpi Passouk, la Chazot Benoam Machan Beker Bechalo Kanoda. Il n'explique pas, donc je ne sais pas non plus. Et regarde plus loin, donc il y a d'autres sources qui expliquent ça. Une d'elles, c'est celle que j'ai peut-être copiée du français, qu'on va aussi lire. C'est-à-dire que ce qu'on voit là-dedans, on voit quelque chose de clair. Constat, conclusion. Quand le Gaon a commencé, c'était, comme on a dit, au Atrala, au tout début, c'est-à-dire que c'était tellement possible, je cherchais l'expression, de l'étouffer dans l'œuf, c'est vraiment l'expression, c'est-à-dire qu'il fallait absolument taire les choses. Et puisqu'il fallait taire les choses, premièrement, ça a permis cette récupération des choses, ça explique pourquoi les juifs religieux disent on ne connaît pas, et ça explique pourquoi, troisième chose, les sources, il n'y a pratiquement aucune source. C'est-à-dire que dans la Torah Niglé, il n'y a vraiment pratiquement aucune source, il y a une petite ligne dans Maseret Souka, etc., sur le Machir Ben Yosef, il n'y a pratiquement rien. Et dans les sources... C'est la question que je voulais poser. Voilà. On parle de... Alors, dans la Kabbalah, c'est ce qu'il dit Ari Akadosh, Zohar Akadosh, mais même là-bas, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est le secret du secret. Donc, ce qu'il fallait marquer a été marqué. Il y a le Rav Kook reprend ça dans Misped à propos de la traduction de Talmud. Ça vient du Hari? Ça vient du Hari? Essentiellement. C'est-à-dire, mais quand on va étudier, on va voir qu'il y a plein de sources. Mais ils étaient tellement secrets que tant que le Gaon de Livna ne nous avait pas dévoilé, c'est-à-dire le Gaon est à Sod, même quelqu'un qui étudie ne le voit pas forcément. C'est-à-dire, pour l'anecdote, oui. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'expliquer l'indépendance de l'État d'Israël? C'est qu'en fait, à l'époque, c'était les Chilonim. Donc les Goïms disaient, bon, c'est pas trop grave, c'est les Chilonim qui veulent l'indépendance. Si ça avait été des religieux, ils n'auraient certainement pas accepté. Oui, c'est ce que je Et maintenant, il y a un mouvement vers... C'est ce qu'elle a dit. Rachel. Rachel, il a fait, ce qu'a dit Rachel ou Rachel. Alors, regardez, c'est ce qui est marqué ici dans le Pérouche Menachem Ackerman sur le gras, sur le collator à droite. Le Zema chez Asa Hashem, chez Géoula, Ba'alideh Chilonim, chez Mastirim, chez Yesh, Kan, Ratson Hashem. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on pourrait dire comme ça, là, eux, le Gaon de Vilna savait qu'il venait de Shem Hashem, donc sa manière de le cacher, c'était de le révéler qu'à ses élèves. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il a eu un autre plan, plus géoni encore que le Gaon. C'est quoi plus géoni? Si on va faire ça de manière révélée, mais on va le cacher parce qu'on va dire aux gens qui le font, qu'ils affirment haut et fort à toutes les nations que c'est pas la Géoula, et que c'est pas, on veut pas le Beth Amikdash, qu'on veut pas Jérusalem, qu'on veut pas le Mashiach, etc. Vous inquiétez pas, on est comme vous, on est normaux, on est Chiloni, on est européens, on est civilisés, etc. À défaut de l'Ouganda, on a pris Israël. Oui, mais sauf on fait exactement le programme qu'il faut, mais il y a une maths faite incroyable, et c'est comme ça qu'il faut lire les choses. Et c'est comme ça que le Rav Kook a expliqué les choses, c'est-à-dire c'est une lecture. Elle a un problème aux yeux des Chilonim, il y a plein de dangers, mais elle a un problème par rapport à eux. De cacher, de dire c'est pas nous, c'est pas Dati, c'est pas ça, finalement, de l'intérieur. Non, c'est pas Dati, non, ça. Alors c'est là où justement les Talmidei Agra, ils ont raté le coche, parce que le jour où c'est devenu comme ça, ils ont dit alors c'est plus la même chose. Et ils n'ont pas vu que c'était comme ça. Non, le problème que ça, c'est que si on tient ce langage par rapport à ceux qui font et qui ne sont pas religieux, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils disent qu'en fait, on ne les explique pas comme eux s'expliquent. C'est-à-dire ils disent, nous on fait les choses au nom des choses, et toi tu veux nous récupérer les choses. Mais El Malasot. Ouais, mais El Malasot. De l'un ou de l'autre, les deux sont reliés avec le temps, quoi qu'il en soit. Alors le Lachon de Rav Kook qu'il a employé, et Manitou le cite aussi, et Rav Shlomo Aviner aussi dans une des sirotes, c'est qu'il y a marqué Veshavta Ad Hashem Elokecha. Et vous savez que vous connaissez cet enseignement, Ad velo Ad Bichlal. C'est-à-dire l'enseignement, c'est-à-dire que Ad, c'est-à-dire que tu vas revenir jusqu'à Hashem, mais Ad velo Ad Bichlal, c'est-à-dire jusqu'à Hashem, mais pas à Hashem. C'est-à-dire à nous on fait tout ce que Hashem veut, mais surtout ne dites pas qu'on le fait au nom de la Kadesh Baruch Hu. Ça c'est pas Goïm. Et plus loin dans le texte, El Hashem. Ah ok, quand on est en Israël. Donc, mais vous comprenez que ces fondements, ils sont déjà marqués ici. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que là, on comprend qu'on reste dans le sod, mais on passe d'un sod à l'autre. C'est-à-dire d'une autre manière. Maintenant, c'était obligatoire pourquoi? Je continue un tout petit peu, ensuite je te donne la parole. C'était obligatoire pourquoi?
parce que c'est relié un peu avec... C'est toi, Brigitte, qui avait fait la remarque sur quand est-ce qu'on a le droit de révéler les choses. Le temps, par rapport au temps. Oui, mais c'est-à-dire, non, je me souviens de tout ça, mais c'est qu'en fin de compte, il faut savoir un moment. À un moment, quand il y a augmentation du processus, et que c'est pas 17 talmidim du Gra avec leur famille qui arrivent à Tzfat et ensuite à Jérusalem, mais que ça commence à être 100, 200, 1000, 10 000, 100 000, tu ne peux plus cacher les choses, c'est impossible. Donc, il y a une autre manière de cacher les choses. Et en fait, si on se demandait quelle était la révolution du passage de la Tzionut Agraït à la Tzionut à Herzlianit, d'accord, on dirait que la Tzionut à Herzlianit, elle a décidé volontairement de ne plus cacher les choses. C'est-à-dire de révéler qu'eux, ils viennent ici. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on pourrait dire, quel est le passage? C'est le passage de Chazon Tzion à Shivat Tzion. C'est-à-dire qu'il y a eu un Shinui Shen, ils ont dit aujourd'hui c'est fini, on fait Shivat Tzion. Et c'était exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est pas eux qui ont commencé, ça c'est une falsification. Mais c'est eux qui ont commencé à parler ouvertement. Et si vous voulez rentrer par exemple dans les sites de Neturei Karta, vous pouvez, je suis rentré une fois ou deux, des Neturei Karta, et quel est le reproche essentiel qu'ils font aux sionistes? Le reproche essentiel, c'est qu'ils mit garim baumot, vous savez. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est, comment on appelle ça en bon français, on provoque les nations, c'est-à-dire le phénomène sioniste, un phénomène qui provoque. Et c'est vrai. Vous voyez, j'ai entendu à Radio Kol Chai, Yinon Magal qui parlait avec le Karian, il a dit, qu'est-ce que vous nous embêtez avec le truc, il ne faut pas monter sur le mont du temple parce que ça va énerver les goïms, vous êtes encore dans la galoute, c'est fini. Tout le processus sioniste, c'est un processus qui, par définition, c'est la décision qu'on va énerver les goïms parce qu'on fait ce qu'on a à faire et on le dit ouvertement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comme c'est extraordinaire. D'un côté, le mouvement, quoi? Excusez-moi, j'ai pas compris. Qui c'est qui prône le sionisme, c'est un mouvement qui est provocateur. C'est un mouvement révolutionnaire, donc par définition provocateur. Les Haredim, ils préfèrent que... Les Haredim n'ont pas compris que le temps était arrivé d'être provocateur. Ils disent, chut, ça va faire de la richesse, ça va énerver les goïms, donc il faut toujours rester en secret. C'est-à-dire qui était la démarche du Gaon de Vilna de son temps. C'est-à-dire, mais ensuite, il y a eu, en fait, je vous réexplique les mouvements historiques tels qu'on les lit a posteriori de l'histoire. C'est que quand Herzl est arrivé, Herzl, lui, il avait son grand chapeau, sa grande barbe, c'était pas un Streimen, et il est allé chez Guillaume de Truc, il est allé chez le truc de Turc, il a déclaré haut et fort, et c'était ça le congrès de Bâle, c'est de dire, Rabotai, le monde entier, et les juifs, et personne n'a suivi, mais la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont crié haut et fort, c'est-à-dire ils ont fait exactement le contraire du Gra. Le Gra a dit, tu dis rien, mais tu fais, et ils ont dit, on ne sait pas si on va réussir à faire, d'ailleurs, au début ils n'ont pas tellement réussi, comme vous le savez, mais on le déclare, vous savez, c'est-à-dire qu'au niveau de la lecture des choses, c'est qu'ils sont passés au fait qu'on... Alors du coup, grand problème, et... Réponse, vous l'avez donné vous, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a dit, le temps est arrivé de déclarer, on ne peut plus cacher parce que ça y est, mais il faut quand même que ce soit caché. Comment le cacher, c'est caché. Alors donc Akadosh Baruch Hu, il a trouvé son stratagème, on va leur enlever les péotes, la barbe et le chapeau, on va leur mettre un look de Riloni, et comme ça, c'est bon, les goïms, ils vont pas s'en rendre compte. Ça n'a pas marché complètement, mais au moins ça aide un petit peu. C'est-à-dire, c'est un peu paradoxal, de nos jours le temps est arrivé de dévoiler le visage plus, comme tu as dit Maurice, donc le temps qui va Moël, le temps est arrivé, passe. Donc ça avance aussi dans ce sens-là, c'est qui explique que dans l'armée, dans les Tiachout, c'est-à-dire tout le processus sioniste devient de plus en plus un processus qui est déclaré comme processus Mitoch HaTorah, et visible comme déclaré Mitoch HaTorah, et bien entendu ça énerve, et comme je vous avais dit l'année dernière, la preuve, c'est que le Sitra Achra, il a toujours la même tête que le Sitra d'Ekdusha. Quand le mouvement sioniste est un mouvement on pourrait dire presque communiste. Alors on avait l'OLP en face avec Abou Amma, comment il s'appelait ouais, ils étaient tous pseudo-socialistes. Quand aujourd'hui on a un Talmid Chacham qui est à la tête d'un mouvement comme ça, alors on a, comme il s'appelle Nasrallah et Rochami qui ont une grande barbe, et si on ne savait pas ce qu'ils disaient, on pourrait croire, Chaz Veshalom, que c'est des tzadikim et des Talmidei Chachamim. Et ils ont même un Streimel comme ça, vous avez vu, et tout. Et donc, c'est-à-dire que le Sitra Achra, il a toujours, comme il y a marqué dans la Gemara, qui est un Chacham Niralo dans le combat entre Yaakov et l'ange de Esav, c'est-à-dire qu'ils ont toujours la tête ils nous indiquent en fin de compte où se trouvent les choses. Donc je reviens à cela, c'est-à-dire qu'on a ici un mouvement qui est important. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'autre aspect, c'est qu'on a parlé du côté Sod, mais l'autre côté, c'est le fait qu'à un moment, il faut le déclarer. Et comment on appelle ça? Le fait que le sionisme devient un sionisme agressif, révolutionnaire, déclaré Shivat Tzion, comment on appelle ça dans le langage de Chachamim?
qu'au temps de la Tralta de Géoula, Chutzpah Isge. Vous connaissez cette expression? Chutzpah Isge. Chutzpah Isge, c'est un texte qui se trouve dans Masechet Sota, dans la Mishnah, chapitre 9, Mishnah 15, j'ai préparé mon truc, et qui est expliqué dans la Gemara de Sanhedrin, Perek Chelek, et qui dit qu'au moment où arrive la Géoula, apparaît la Chutzpah. C'est quoi le mot Chutzpah? Chutzpah. C'est-à-dire que tu sors dans la bouche ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, tu dis, il y en a marre d'être caché. C'est-à-dire de vivre dans la clandestinité, de vivre en fait aussi avec le dos, l'échine baissée, courbée, etc. Parce que c'est les autres, c'est fini, on relève l'échine et ce qu'on a à dire, on le dit en face. Alors, nous, on a l'habitude de comprendre ça comme le processus des tsabarim, du sionisme, comme uniquement une révolte contre la soumission qu'on avait dans la Galie. Mais il s'avère que ce n'est pas ça la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu fait cette chose. Il faut se demander pourquoi le processus de Géoula vient avec la Chutzpah. Et la réponse, c'est parce qu'il y a un moment où il faut quand même, on est obligé de dévoiler les choses. En fait, la Chutzpah, c'est Gilui Sodov, vous avez compris? C'est que la Chutzpah, c'est que si le temps arrivait de révéler les secrets, alors on les révèle et c'est ça la Chutzpah. La plus grande Chutzpah, c'est de faire un shiur de Kolator. Voilà. C'est de faire un shiur sur Kolator, c'est-à-dire de révéler les secrets de la Torah. Donc on va lire le deuxième texte du Kolator. On dit de la génération d'aujourd'hui, des enfants d'aujourd'hui, qui sont tous Chutzpah. Et on dit que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est que quand il y a le temps de la Chutzpah, alors les enfants seront Chutzpanim, mais leurs parents israélites étaient déjà Chutzpanim dans la génération. C'est que nous qui sommes de Olim Khadashim, et nous on est nés avec la culture. Je me souviens du choc quand on a eu nos filles, c'est-à-dire nos premiers enfants, les deux filles, et qu'on a essayé de tenir une table de Shabbat, où les enfants restent assis à table pendant toute la semaine. Vous connaissez ça? Au bout de 10 minutes, Nigmar Adavar, vous connaissez ça? Et on ne comprenait pas, parce que nous, il n'y avait pas forcément, chez nous oui, il n'y avait pas forcément une table de Shabbat, il y avait une table, et à table, on restait jusqu'à la fin du repas. Nachon, ça n'existait pas. Aujourd'hui, Bichlal, c'est clair que c'est même pas la peine d'essayer plus que 10 minutes, ça ne fait pas. Mais en tout cas, vous connaissez ça. Ça, alors, si vous demandez pourquoi c'est comme ça, alors les sociologues vous expliqueront que c'est parce qu'on est en liberté, que les gosses se sont épanouis, et que ça. Tout ça, c'est vrai. Mais tout ça, ça fait partie du même inyan. C'est que c'est le talir, le processus dans la Géoula, qui va Moed, ou qui est l'idée de que Hatcheterpas, que la Hava, elle était révélée. Donc le temps il arrive. Alors venez, on va lire la deuxième source qu'on a ici. Je peux demander quelque chose? Ah oui, excuse-moi. Quand vous avez dit qu'il y avait quand tu as dit qu'il y avait le sol, c'est parce que le temps n'est pas venu, donc c'est dangereux. Oui. La notion de danger, en fait, elle est mineure. Parce que maintenant, le Rav Kook, lui, c'est le seul qui a décidé en connaissance de cause, en comprenant ce qu'il faisait, parce que les non-religieux, ils ont fait des choses, mais ils ne le comprenaient peut-être pas, c'était intention. Le Rav Kook, lui, il a décidé de révéler, mais ça ne veut pas dire que cette révélation, elle est sans danger du tout. Ça veut dire autre chose. La notion de danger, elle est mineure dans l'analyse de Sod ou pas Sod. Tout à l'heure, on a parlé, on a dit, on fait Sod parce que c'est dangereux. Mais c'est pas l'essentiel, évidemment. Si, c'est l'essentiel, parce que... C'est pas l'essentiel, parce que maintenant, c'est encore dangereux. Du temps du Rav Kook, c'était aussi dangereux. Oui, mais par exemple, aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui ne remet pas en question... Non, je parle pas de ce qui s'est passé. Non, mais je donne ça comme exemple. Il ne remet pas en question l'existence de l'État d'Israël. Non, je parle pas de à l'époque du Gaon de Vilna, il y aurait eu une journée au temps de mort, c'était fini. Tout le processus de 3 années de voyage était... C'est ça le problème. Mais je pense que c'est dangereux parce que au moment de l'indépendance de l'État, les nations étaient en faveur. Maintenant, les nations ont l'impression. On aimerait bien entendre votre secret, si c'était possible. Oui, c'est... Non, c'est pas bien de parler comme ça. Au moment de l'indépendance de l'État d'Israël, les nations étaient en faveur, puisqu'elles ont voté pour. Officiellement. Officiellement, il y a un accord des nations. Il y a eu un vote, il y a eu un accord des nations. Alors, maintenant qu'effectivement il y a un retour, comme tu le dis, effectivement à une pratique religieuse, au fond d'elles-mêmes, les nations se rendent compte quelque part qu'elles ont été dupées. Et je pense que ça explique l'antagonisme actuel des nations contre Israël.
Et surtout contre Juda et Shomron, qui Exactement. représente le sionisme avec une figure religieuse. Tu crois pas? Non, moi je crois qu'au Non. début il savait, seulement si on était petit, alors ça ne le dérangeait pas trop. Mais là, comme ça prend de plus en plus d'ampleur et que ça a l'air d'être irréversible maintenant, alors ça commence à les. Il faut dire, à mon avis, tout est vrai. Et en même temps, ils se font complètement d'interrompre, de casser le processus de la Géoula. Parce que si la Géoula marche, ils savent très bien que le peuple d'Israël sera Absolument, absolument. le roi du monde. Ouais. Ça, D'accord. Mais c'est ça la réponse à Brigitte. Quand on va étudier le texte, on verra que le Gaon de Vilna n'a jamais écrit comme garantie que le processus commençait était garanti qu'il ne risquait pas, chas de shalom, de s'étouffer. C'est-à-dire qu'il faudra encore attendre, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, bien qu'il y avait une connaissance, etc., il y a une extrêmement grande angoisse. C'est-à-dire, au niveau du Pshat, on l'étudiera, c'est ce qu'on marque Tfila quand on dit dans la bracha de Bonne Yerushalayim, et c'est dans les cabanot des Sfaradim, c'est-à-dire il y a marqué chez Kan Serit Pelel, la Mashiach Ben Yosef, chez Lo Yamot. C'est au Shichrié, c'est-à-dire. Mais s'il y a marqué comme ça, c'est que Chas de Shalom, tant que c'est pas encore arrivé, on peut. Et c'était ça sa grande angoisse. Alors, entre autres, la révélation des choses, c'était un des risques. Maintenant, ce que je voulais aussi, c'est par rapport à ce qu'avait dit Abraham, on est sorti 2 minutes, mais c'est le point qui est important, c'est de bien comprendre, du coup, je le reprends, parce que de bien comprendre pourquoi il ne faut pas être complexé du fait qu'il n'y a pas tellement de sources, d'accord? Et que tous ces rabbinim qui traînent dans la galoute, et des fois en Eretz Israël, ils te disent mais ça n'existe pas, on ne connaît pas, on n'a jamais entendu, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. C'est-à-dire que le peu de sources, par exemple par rapport au Mashiach Ben David, où ça tout est marqué, etc., par rapport à toute autre sorte de choses, le peu de sources n'est pas une preuve du manque de sérieux ou du safek, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, etc. Voilà, exactement la même. Et deuxième point que je voulais dire aussi, qui est important, comme vous avez vu, un des remazim, c'est que Mashiach Ben Yosef, c'est Gematria Sod. Maintenant, une des questions essentielles souvent que les gens demandent, ok, mais qui c'est le Mashiach Ben Yosef? Alors on leur répond, attends, le processus Mashiach Ben Yosef, à partir d'aujourd'hui, on sait qu'il a commencé en 1840, à l'époque du Gra, et c'est sûr que depuis 48, etc., on est dans le temps. Au moins de Mashiach Ben Yosef, si ce n'est pas même, on ne l'a pas dépassé, mais en tout cas, il n'y a aucun doute qu'on est dans le temps. Et il répond le temps, oui, mais la personne, vous connaissez cette question. Pourquoi on ne sait pas qui c'est? Réponse aujourd'hui. Réponse. C'est un sol. C'est un sol, exactement. C'est-à-dire que, voilà. C'est un sol ou c'est un mystère? Hein? C'est un sol ou c'est un mystère? Ben, c'est ça. Sa femme, c'est mystère, parce qu'il ne faut pas le dire. Donc, il y a un monde de mystère. Donc, vous avez compris, c'est-à-dire que Mashiach Ben Yosef, David va arriver dans un temps où le sod, on n'aura plus besoin de le cacher. Donc c'est clair que les prophètes, quand ils parlent de Mashiach Ben David, ils en parlent comme une personnalité qu'on va reconnaître et connaître. C'est-à-dire par contre, puisque le Mashiach Ben Yosef doit être dans un temps, ce qu'on appelle Mashiach d'Atrala du début, où il faut cacher, donc c'est pas étonnant, c'est pas un problème du fait qu'on puisse pas forcément l'identifier en public. C'est-à-dire cette volonté de nous détruire des autres pays, est-ce que c'est pas justement un commencement d'un dévoilement de ce sod de Ben Yosef? Ils en sont inconsciemment ou peut-être consciemment. Ah oui, c'est évident. Mais ça, c'est vieux, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu au moment de la Shoah, c'est le paroxysme de ça, etc. Comme Anitou l'a expliqué, la dernière, je vais vous donner un cours aussi de ça. Alors on va étudier le deuxième texte, on a jusqu'à 8 heures, hein, c'est ça? Ouais. Ou non? 8h30, non? Ah non. Ah, on a commencé à 18h30, c'est vrai. Ouais. Mais si on peut s'arrêter, c'est 8 heures, on a 8 heures. 8 heures. Si Beozne Yoshua, alors regardez le deuxième texte, il reprend les mêmes thèmes, Kimachoim Chez Zecher Amalek, etc. Beozne, Gematria Sod, je ne traduis pas parce que ça reprend le thème d'avant, c'est un autre texte, dans le deuxième chapitre, alors que dans le premier, qui Derech HaMilchama Ba'amalek, Tehilata B'derech Sod. Parce que la manière du combat contre Amalek au moment de la Géoula, alors bien entendu on verra qui c'est Amalek, on va l'identifier. Alors donc dans l'étude du texte, alors Trilata B'derech Sod, le début du combat contre Amalek est obligé d'être B'derech Sod de manière sodite, ou que Fichikfer me voit les elle, comme c'est expliqué avant c'est le texte photocopié au-dessus, qui est Avoda B'Kibbutz Galiot, Imilchama Ba'amalek, que le labeur du rassemblement des exilés, c'est lui-même la guerre contre Amalek. Alors ça, c'est des choses qu'il va falloir comprendre. Parce qu'on n'a pas l'habitude de lier ces deux choses. C'est-à-dire, on croit que d'un côté, il y a Kibbutz Galot, de l'autre côté, Amalek, ça peut être Hitler, ça peut être truc, mais
ou d'autres choses, mais c'est pas la même chose. Il dit ça, c'est la même chose. La Ria est à Samermem, d'être capable de vaincre le Samermem. Samermem, c'est les deux premières lettres d'un mot en 4 lettres, il y a Aleph Lamed à la fin, il ne faut pas le prononcer. C'est l'ange de Esav et l'ange de Amalek. Et il se trouve avec. Non, là-bas c'est Gargamel, je sais pas, mais. Bon, mais Kitsu, appeler son gosse Samuel, ça va, mais il faut faire attention. Sam, c'est bon aussi, d'accord? Mais en tout cas, Sam et après Aleph Lamed, il ne faut pas le prononcer. Les anges maléfiques, il ne faut pas dire leur nom, ni lui, ni les autres qui vont avec, on les retrouvera après. C'est-à-dire, donc on l'appelle Sam, l'oncle Sam. Bécharé Yerushalayim, aux portes de Jérusalem, Beyoshua ou Beyoudo de Shem Mashiach ben Yosef. Et Yoshua, lui, il est par contre, Beyoudo, on l'avait vu dans le texte avant, mais je n'avais pas expliqué. Pourquoi Yoshua est la dimension de Mashiach ben Yosef de son temps? Pour deux raisons. La première, de quelle tribu il est? Ephraïm. Donc Yoshua, c'est Mashiach ben Yosef de son temps. Il faut s'habituer au fait que à chaque processus de Géoula, on a un autre Mashiach. Et la deuxième raison, c'est qu'il a fait ce que le Mashiach ben Yosef doit faire, c'est-à-dire faire entrer les Juifs en Israël, conquérir le pays. Rabbeinu Ramaz Gamken de Passouk, notre maître a fait une allusion Gamken du Passouk, modèle Aster Davar, Shona Aliyah Shvatim, pour Elel, Bechinat, Sod Hashem Irav, ça c'est reprend le même thème. Donc ce qu'on a vu en plus, c'est que si c'est marqué Bessim et Yoshua, c'est un combat contre Amalek, c'est qu'on va voir que c'est ça le danger, c'est un peu la réponse à ta question. C'est-à-dire le danger essentiel pour lequel il faut un sod, c'est que l'ennemi qu'on a en face est l'ennemi numéro 1, c'est Amalek qui veut notre extermination, comme on le sait de l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Non, vous avez là dans le texte photocopié en hébreu le côté historique qui raconte toute cette décision de l'amener, de l'appeler Chazon Tzien pas Shiva Tzien. Qu'est-ce que tu dis? Il y a eu déjà une bataille réelle contre Amalek, c'est du temps de Shaoul. Ah, du temps de Shaoul, Nachon. Elle était véritable, Amalek il est là, physiquement. Nachon, mais on sait qu'il y a d'autres, on a vu Pourim, etc. C'est de notre temps. C'est pas la première, quoi. D'accord, alors on a expliqué aussi en fin de compte, derrière Hagav, en fait on a développé, pour continuer et terminer le cours, on a développé beaucoup plus profondément ce point de la tension, on a commencé par la tension historique, maintenant on est dans la tension limoudite, c'est-à-dire de Torah, entre la tzionut du Gra et la tzionut de moderne. Ça, vous avez compris tous les venants et les aboutissants au niveau qui sont axés autour de ce thème du sol. C'est-à-dire, et on l'a vu sous tous ces éléments. Alors maintenant, on va finir le cours avec, j'ai fini plus ou moins, c'est un peu plus sur le... C'est quoi ce texte? Quoi? Ce texte? Quoi, lequel? On a vu aujourd'hui. Ça, c'est du Collator, ça c'est du Collator, et ça c'est du deuxième livre de Chazon Tzion, le texte historique, qui reprend le thème, mais avec une vision historique. Alors là, c'est une vision limoudite. Nous, on s'occupe surtout du côté limoudite. D'ailleurs, grave, bien entendu, qu'on fera des digressions sur les événements historiques, mais qui étaient prévus ou qui sont arrivés. Alors, dans l'introduction sur le livre lui-même, comme je vous ai dit au début, le livre n'a pas été écrit par le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna n'a pas beaucoup écrit. C'est-à-dire, la seule chose qu'il faut savoir, que de nouveau on dit qu'il a rien écrit ou pratiquement rien écrit, et c'est faux. Il a pratiquement rien écrit dans le Niglé, c'est-à-dire dans la Torah Niglé, à part son commentaire sur le Shulchan Aruch, qui est un commentaire qui est télégraphique, et aussi un petit peu des commentaires sur le Chumash, etc. Le Gaon de Vilna a énormément enseigné, mais lui-même n'a pas beaucoup écrit, c'est pas le seul. Il y avait aussi le Baal Shem Tov, il y a Manitou, il y a d'autres grands rabbinim qui n'ont pas beaucoup écrit. C'est-à-dire, il n'y a pas d'écrit, il y a des chuchotements. Et donc, la femme l'a lui-même au Tédava. Mais, ce qu'on ne raconte pas dans les Jivot lituaniennes qui se réclament comme les élèves du Gra, c'est qu'il a écrit énormément dans Sitrei Torah, c'est dans la Kabbalah. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna il y a énormément d'écrits, et dans toutes les sources parallèles au Collator se retrouvent dans les écrits du Sod, dans les écrits du Gaon de Vilna sur la Kabbalah, son commentaire sur le Sifra de Tzniuta, etc. Alors, ce qui fait que dans le monde lituanien, les gens qui se réclament des élèves du Gra, parce qu'ils disent on est les descendants, les élèves de Raphaël de Vologine qui a fondé les Yeshivot Vologine, tous les Yeshivot lituaniennes, en fin de compte c'est faux, c'est pas les vrais Talmidim du Gra quand ils sont que ça, je ne parle pas de ceux qui sont véritablement, parce qu'ils sont Talmidim du Niglé du Gra, mais ils ne sont pas les Talmidim du Nistar du Gra. Or comme le Gra a essentiellement écrit sur le Nistar, ça veut dire que son intérêt essentiel c'était pas
de faire des chidushim sur la Gemara, ce qu'il ne faut pas être zalzel, c'est très important. C'est-à-dire, mais s'il a écrit sur le Nistar, c'est qu'il pensait que c'était ça, les anciens enseignements, et ça il faut l'étudier, il faut l'enseigner, il faut le transmettre et le traduire. Alors ça c'est une chose. Maintenant, donc cet enseignement, il l'a lui-même écrit, et vous verrez par exemple pour ceux qui ont le livre, dans le premier chapitre essentiellement, celui qu'il a sorti, un autre Rivlin de notre temps, quand il a sorti, il a donné en bas toutes les références dans les livres du Gaon de Vilna lui-même, pour bien montrer que cet enseignement, c'est l'enseignement authentique du Gra, c'est-à-dire puisqu'il est inscrit, sauf qu'il faut le chercher dans les sources qu'il a écrit sur du Nistar, du Gaon de Vilna. Mais ce livre, c'est pas lui, c'est son enseignement qui a été transmis par son élève Rabbi Hillel de Shklov, qui était avec son père ceux que les chefs du mouvement de Chazon Zion de revenir en Israël. C'est-à-dire que son père c'est Rabbi Binyamin de Shklov et lui c'est Hillel de Shklov, je dis ça les choses, oui, dans ce sens-là. Et il les a envoyés en Israël en disant moi j'y vais pas, et vous devez y aller, avec cette adracha, c'est-à-dire tout ce livre et tout cet enseignement qui a priorité orale, qui est au-delà de l'amplitude de ce livre, tout cet enseignement, et Rav Hillel de Shklov est un de ceux, parce qu'il y en a d'autres qui ont noté l'enseignement, mais un de ceux qui ont noté, et cet enseignement, c'est ce qui est marqué ici dans ce livre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce livre? Il s'est passé quelque chose d'embêtant, c'est que, en fin de compte, il était en manuscrit, c'est-à-dire que Rabbi Hillel de Shklov, ça se transmettait de génération en génération dans des cahiers manuscrits de ça. Et il y a environ 100 ans, dans les années 1930, Machou Kazé, il y a un des petits-fils qui a décidé, des Rivlin, qui a décidé d'imprimer, ils n'avaient pas d'argent à l'époque, ils en ont imprimé 100, et qui a distribué personnellement aux gens de la famille et aux amis. Et je pense qu'il n'y a plus un seul exemplaire connu. C'est-à-dire à Kamachan Yodea, ni à la Bibliothèque nationale de Jérusalem. C'est-à-dire on n'a plus aucun exemplaire de ça qui était connu, etc. Il y en a un qui est arrivé. Alors la deuxième édition, ça a été Rav Menachem Kacher, dans un grand livre qui s'appelle Troufak Dola, qu'il a sorti après la guerre essentielle, après la guerre militaire chez Jérémie. Et il a sorti tout un livre sur ce qui se passe à Troufak Dola, expliquer tout ça. Et entre autres, dans son livre, il a sorti la Troufak Dola et le Sefer Kolator à l'intérieur. Et après ça, c'est la troisième édition et dernière à ma connaissance, c'est celle-là, qui a été ressortie par les dessins justement par Rav Yosef Rivlin. Oui, Yosef Rivlin, mais pas Rav, c'est Yosef Rivlin, c'est à Mafitse Kolator, Tevadoar 577 à Yerushalayim. Il n'y a même pas de téléphone, il n'y a pas de fax, il n'y a pas de mail, il n'y a rien. Donc ceux qui ont sorti, c'est les descendants qui ont un exemplaire chez eux à la maison et qui ont décidé d'imprimer. Ce livre, c'est facile de l'acheter, il coûte pas cher, il est en vente dans toutes les librairies et tous les kiosques. Mais ceci dit, aussi, la difficulté, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on sait absolument que ce n'est pas tout le livre. C'est-à-dire que d'après la tradition de la famille Rivlin, etc., ils savent que normalement le bouquin, ça va être un grand livre, et que cet enseignement, en partie, il s'est perdu dans les détails, dans la généralité de l'enseignement, il se trouve là, il se retrouve dans tous les autres textes, c'est-à-dire on connaît. Mais quand on voit par exemple, comme l'exemple de Sim Bozne Yoshua, c'est-à-dire la manière de pouvoir expliquer les choses, de rattacher aux sources, de rattacher, etc., toute une ampleur de l'Imout Torah, alors il y a une partie malheureusement qui pour l'instant, mais on ne perd pas espoir, les autres d'achat, on le retrouve. Voilà, c'est nouveau, c'est exactement ça. Il faut dire aussi que s'ils n'ont pas imprimé avant, c'est qu'ils ne pouvaient sans doute pas non plus imprimer avant au niveau du sol, parce que derrière Hagab est marqué clairement que le Gra leur a dit de monter en Israël, Vejbia Otam, il leur a fait jurer de ne pas révéler les choses. Donc eux-mêmes étaient livrés au serment de ne pas révéler les choses. Ce qui a fait. Il en trouvait où en fait? Quoi? Le manuscrit là, il en trouvait où? Alors la famille Rivlin, il avait. Ou le Rav Menachem Kacher l'a eu, comment il ne l'écrit pas dans son livre? C'est-à-dire que sans doute qu'il a eu peut-être le même ou un autre manuscrit qui était le Rav Menachem Kacher, c'était une encyclopédie qu'il n'a pas marqué. Maintenant, on revient au sol. Toute cette chose a fait que les enseignements du Kolator sont tellement calqués sur la réalité d'aujourd'hui, vous le verrez, c'est-à-dire c'est vraiment Echad le Echad, c'est calqué, que pour des gens qui étudient la Torah, qui se réclament des élèves du Gra ou Bichlal, des Talmidei Chacham et des Rabbanim, et qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est insupportable, j'en avais déjà parlé l'année dernière. C'est-à-dire que, en fait, tu ne peux pas, c'est-à-dire si on pouvait discuter, alors tu dirais je ne suis pas d'accord, mais si on ne peut pas discuter, il y a une seule solution, c'est de dire que c'est un faux. Alors vous entendrez ce genre d'argument chez les Antilles,
C'est-à-dire qu'ils diront, mais le collator c'est un faux, et sous-entendu c'est Ramenchem Kacher qui l'a sorti après la guerre de 67. Il avait vu, c'est le phénomène, et il a dit au nom du gras ce qu'il voyait devant lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce genre d'argument de falsification, il est classique. Dans toutes les prophéties, on a dit qu'ils ont décrit après l'événement et pas avant. Alors justement, c'est clair que c'est faux, donc c'est vrai, et donc que c'est un vrai. Et malgré tout, ça peut expliquer comment répondre à ce genre d'argument, parce que Pitron P, il y a une ouverture possible de ce genre de choses. Alors le style, j'ai terminé. Le style du livre, c'est un livre qui est dans un langage kabbalistique, contrairement au langage du Rav Kook, qui est dans un langage poétique, mais qui n'est pas plus compréhensible, mais qui a un langage différent. C'est-à-dire le Rav Kook n'utilise pas les textes, les mots de la Kabbalah. Par contre, ce livre, c'est un livre de Kabbalah. C'est quelqu'un qui connaît la Kabbalah, il comprend tout ce qui est marqué ici. C'est-à-dire, en tout cas, il comprend les mots. Il n'est pas forcément capable de comprendre tout ce qu'il y a. Normalement, oui, si c'est un Mekouban sérieux, il comprend. Parce que c'est un langage de Kabbalah, alors c'est plus dur d'étude que le Rav Kook, et encore plus dur que Manitou. Manitou, c'est aussi dire, mais c'est-à-dire que Manitou a traduit, le Rav Kook a traduit le collator, alors on devra faire un travail. Mais souvent, comme chaque chose, quand les mots sont plus crus, alors la puissance du mot est plus grande. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'aura expliqué, alors on aura quelque chose avec une amplitude extrêmement grande. Parce que moins on explique, plus les mots ont une puissance. Donc, Bezrat Hashem, si on réussit à le faire, ensemble on pourra expliquer les choses. Et donc il y a ça, plus les guématrias. Alors les guématrias, je vous ai dit, c'est pas dur à comprendre, c'est dur à comprendre pourquoi c'est tellement important, et ça, on consacrera un chapitre entier à cette question. C'est le gras, il consacre un chapitre, à ce moment-là, on expliquera les choses. Voilà, est-ce que vous avez des questions ?